Nous avons mis en place, je pense, l'organisation de fraude électorale la plus étendue et la plus inclusive de l'histoire de la politique américaine. Chaque fois que nous votons, nous sommes aux côtés des pères fondateurs, des hommes de Valley Forge, des patriotes et des pionniers de notre histoire, de tous ceux qui ont consacré leur vie à faire de notre pays une nation du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les élections sont l'élément vital de notre démocratie. Elles sont le mécanisme par lequel le peuple américain choisit qui va gouverner en son nom, dans ses intérêts et pour veiller à son bien-être. Sans élection, il n'y aurait aucun moyen pour nous, le peuple américain, d'exercer notre influence légitime sur la direction future de ce pays. Les bureaux de vote sont maintenant fermés dans la moitié du pays et nous recevons des résultats intéressants en provenance de ces États pivots. Si vous êtes un républicain, vous dites « waouh ». Si vous êtes un démocrate, vous Comme dites « vous le oh, oh ». voyez, Donald Trump commence maintenant à élargir son avance. Le président Trump a maintenant 54% des voix. Le président est maintenant en tête dans le Keystone State. Nous allons passer une excellente soirée. Et plus important encore, nous allons passer 4 années exceptionnelles. L'élection de 2020 hante l'esprit des Américains. C'est ici que ça devient vraiment bizarre. Dans le comté de Fulton, le comté le plus peuplé, c'est celui d'Atlanta. Ils viennent d'arrêter de compter. Ils ont tous arrêté de compter pour la nuit. Bienvenue à nouveau, couverture spéciale en direct de CNN. Il est 10h31 sur la côte Est. Pourquoi je vous donne l'heure? Eh bien, si vous êtes parvenu à dormir la nuit dernière, les choses ont changé. Vous vous êtes peut-être couché en pensant que cette élection allait dans un sens, et puis vous vous êtes réveillé et vous avez vu que les choses étaient différentes. Et aussi, cette nuit, Joe Biden est arrivé en tête dans l'État de Joe Biden Géorgie. prend la tête en Pennsylvanie. Ok, nous avons une annonce à faire. Joe Biden s'est présenté 3 fois à la présidence et la 3e fois s'est avérée être la bonne. Un côté insiste sur le fait que ce fut l'élection la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Permettez-moi de commencer par un fait incontestable. L'élection de 2020 fut l'élection la plus sûre de l'histoire américaine. Ce fut l'élection la plus propre, l'élection la plus sûre, l'élection la plus sécurisée jamais organisée. Et ne vous y trompez pas, il n'y a eu aucune preuve d'une fraude électorale importante ou généralisée. Je vous le répète, L'élection de 2020 A été l'élection. la plus sûre de l'histoire américaine. Point final. Ce même camp accuse quiconque n'est pas d'accord avec lui de perpétrer un gros mensonge ou la grande désillusion. Le gros mensonge ne cesse d'être répété. Le gros mensonge n'est rien d'autre qu'un gros mensonge. et malgré un barrage médiatique incessant, l'autre camp reste convaincu qu'il y a eu une fraude électorale généralisée. Ce que j'ai vu n'était pas une élection sûre et transparente. Les observateurs du scrutin ont affirmé que le bureau du greffier du comté de Travis les empêchait de rentrer. La nuit dernière, un problème logiciel majeur a retardé le comptage de tous les bulletins de vote.
Je vais examiner la fraude électorale et je veux me pencher sur les secrétaires d'État qui ont changé les lois illégalement sans la permission de la législature de leur État. Il y a eu de nombreuses tentatives pour prouver la fraude électorale. La camionnette qui dépose les bulletins de vote aux premières heures du matin du 4 novembre, 8 heures après la date limite. Elle a dit que sa mère était dans une maison de retraite et qu'elle n'avait pas la capacité mentale pour voter. Nous avons obtenu une vidéo qui montre un homme déposant plusieurs bulletins dans une Dropbox. Une femme de Scottsdale plaide coupable d'avoir déposé un bulletin au nom de sa mère décédée. On voit un homme achetant un formulaire d'inscription pour un vote par correspondance à un électeur lui donnant, je cite, « de l'argent de poche, d'un montant de $200 ». Pourtant, les tribunaux ont refusé d'examiner ces affaires sur le fond. La Cour suprême a rejeté une tentative des républicains d'annuler la victoire du président élu Joe Biden en Pennsylvanie. La Cour suprême a rejeté la tentative du Texas d'annuler les résultats des élections dans 4 États clés. Même certains républicains ont rejeté l'idée d'une fraude systématique et nous ont demandé d'aller de l'avant. La fraude n'a pas été un facteur déterminant dans le résultat de l'élection. L'élection a été équitable, aussi équitable que nous l'avons constaté. Nous n'avons donc simplement pas gagné l'élection en tant que républicains pour la présidence. Plutôt que de rejeter ce qui s'est passé le 6, il faut rejeter les mensonges sur l'élection et dire clairement qu'un président qui s'est livré à ses activités ne pourra plus jamais être président. Mais nous ne pouvons pas aller de l'avant sans connaître la vérité. De nombreuses autres questions émergent de l'élection de 2020. Les manifestants du 6 janvier sont-ils allés à Washington, D.C. pour déclencher une insurrection? Ce n'était pas une insurrection, c'était un cri primal. Ils voulaient que leurs dirigeants élus se prononcent sur les allégations de fraude électorale. L'affirmation de la gauche selon laquelle il s'agissait de l'élection la plus sûre est également le fondement de la censure généralisée sur les médias sociaux du soi-disant gros mensonge. Ce matin, le président Trump se réveille sans son mégaphone préféré. Vous ne verrez plus jamais un tweet du président Trump. Mais est-ce un gros mensonge? Est-ce un mensonge tout court? La vitesse du son est bonne? Les réglages sur moi sont-ils bons? On est en place? On peut y aller. Bonjour, je suis Dinesh D'Souza et ceci est la saison 1, épisode 1 de mon nouveau podcast. J'ai lancé mon podcast au début de l'année 2021 pour dire la vérité. Mais simplement parce que vous posez des questions sur la fraude électorale, vous vous faites virer de YouTube et de Facebook. Mon podcast est sponsorisé par Salem Media et je savais que d'autres animateurs de Salem ressentaient ma frustration. Larry Elder, Dennis Prager, Eric Metaxas, Sébastien Gorka, Charlie Kirk. Permettez-moi de commencer par poser une question très simple. Sommes-nous confiants ou à l'aise quant au fait de connaître toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé lors de l'élection de 2020? Je suis agnostique sur cette question et j'attends plus d'informations. Qu'en pensez-vous, Eric? Je pense que Denis est un lâche. Non, je pense que, honnêtement, c'est presque drôle pour moi que vous soyez agnostique. Je pense que la plupart des Américains savent parfaitement que nous ne savons pas ce qui s'est passé. Ils ne sont pas d'accord avec tout ça, d'ailleurs. Je suis censé croire qu'un homme qui n'a pas fait campagne ou qui a fait campagne depuis son sous-sol a obtenu plus de voix que le premier président noir d'Amérique? Je n'y crois pas. Charlie? Nous avons des miettes, nous avons quelques preuves ici et là, mais le tableau est loin d'être complet. Larry, lors de l'élection, on vous a posé la question ouvertement, n'est-ce pas? Croyez-vous que l'élection de 2020 a été volée? Quelle a été votre réponse et est-ce que vous vous y conformez toujours à ce jour? J'ai répondu que Donald Trump est à Mar-a-Lago et que Joe Biden est au 1600 Pennsylvania Avenue. Les poursuites judiciaires n'ont pas abouti. Mais est-ce que je crois qu'il y a eu des manigances? Est-ce que je crois qu'il y a eu des irrégularités? Absolument, et je l'ai dit. C'est probablement le président le plus détesté que j'ai jamais vu. Je pensais que Richard Nixon était détesté. Je pensais que George Bush était détesté à cause de la guerre en Irak.
Je n'ai jamais vu cet homme recevoir autant de vitriol et c'était chaque jour. Je crois qu'une étude a révélé que 91% des informations diffusées par ABC, NBC et CBS Nightly News à l'encontre de Donald Trump étaient négatives en raison d'une enquête bidon de 2 ans et demi sur la collusion. Et puis à la veille de l'élection, cette histoire de Hunter Biden est publiée, qui montre que Joe Biden a clairement menti sur sa méconnaissance des agissements de son fils, histoire qui fut supprimée. Et même le PDG de Twitter a admis plus tard que l'information avait été supprimée et n'aurait pas dû l'être. Rien que cela a modifié l'élection. Faites le compte. Ce que je veux dire, c'est que cet homme est tellement détesté que les démocrates sont prêts à faire pratiquement n'importe quoi pour s'assurer qu'il n'aura pas 4 ans de plus. Si je croyais que le président était un nazi, je pourrais voler une élection. Si nous étions des Allemands dans les années 30, nous volerions l'élection à Hitler. Oui, si je suis endoctriné à ce point, bien sûr que je peux le justifier. Je crois que c'est Jane Fonda qui a dit que le Covid était le cadeau de Dieu à la gauche, n'est-ce pas? Il détruit les aspects positifs empiriques de l'économie de Trump. Mais en plus, cela permet à l'autre camp de changer les règles de l'élection grâce à un tas de choses. Donc il s'agit de savoir si, dans un contexte de Covid, il n'est pas concevable que Trump ait pu perdre à la loyale. Je pense que des millions d'Américains savent que quelque chose n'a pas fonctionné. Et ils ont quelques éléments, mais personne n'a vraiment fait le rapprochement. Ils savent qu'il y a une injustice, ils le savent dans leur tripes. Ils le savent grâce au comté baromètre, là où Donald Trump a gagné presque tous les comtés qui prédisent qui sera président. Et ils le savent aussi parce qu'ils se sont couchés en pensant que Trump allait avoir 4 ans de plus, et ils se sont réveillés avec Nous l'exact avons un opposé. individu capable de remplir un stade avec 60 000 supporters en 24 heures. Contre un individu, vous savez, la fameuse photo des 6 cercles vides lors d'un rassemblement de Biden. Nous avons un président sortant qui a reçu plus de voix que n'importe quel autre président sortant dans l'histoire américaine, qui a en fait obtenu 10 millions de voix de plus que 4 ans auparavant et qui a reçu plus de soutien après avoir été traité de raciste et de suprémaciste blanc pendant 4 ans, plus de soutien de la part de la communauté hispanique et noire et n'importe quel président républicain depuis les années 1960. Et il a été battu par un politicard qui ne pouvait pas parler clairement, qui sur la scène de la campagne confondait sa sœur avec sa femme. Ça pue tout simplement. Est-il possible que les candidats républicains, qui avaient eux beaucoup de succès, aient pâti de ces élections? Je parle des candidats républicains qui se présentent à la Chambre, au Sénat, à d'autres élections, du fait que les républicains en tant que parti se soient plutôt bien débrouillés. Mais Trump a perdu. Cela n'a-t-il pas un effet contraire et cela ne contredit-il pas la thèse de la fraude systématique? C'est une anomalie, car quand un président perd de façon flagrante, il y a, comment dit-on, une sorte de sillage. Les candidats de son parti perdent aussi aux autres élections, mais là, ils ont gagné. Pourquoi n'ont-ils pas triché sur tous ces bulletins? Pourquoi n'ont-ils pas triché en Virginie avec Jenkins? Et qui peut dire qu'ils n'ont pas triché? Toutes les tentatives de tricherie ne réussissent pas. Vous avez raison. Il y a une autre question concernant le Parti républicain. Je n'arrête pas d'entendre des gens qui semblent agacés par le fait de revenir sur l'élection de 2020. Il semble qu'ils aient pris le parti de laisser le passé au passé. Passons à autre chose. Je pense que la raison pour laquelle de nombreux républicains disent qu'il faut passer à autre chose est due au fait que les accusations audacieuses nécessitent des preuves audacieuses et qu'ils ne les ont pas vues. Et parce qu'ils savent à quel point ils sont vulnérables et à quel point ils vont être C'est attaqués. vrai, on vous appelle un mauvais perdant, on vous appelle un théoricien du complot. Les gens qui disent qu'il faut aller de l'avant sont des élites qui considèrent Donald Trump comme une anomalie. Vous ne gagnerez dans aucun district de ce pays en ayant dit que l'élection de 2020 était une fraude. Et s'ils ne peuvent pas gagner sur cette question, alors ils évitent d'en parler. Il ne faut pas que ce soit le seul problème, mais je trouve que le refus même d'en parler est méprisable. Montrez-moi la preuve et je vous parie qu'ils s'exprimeront, tout comme je le ferai. Je ne me présente pas aux élections, mais je n'en suis pas au stade de la réflexion, car je sais avec certitude que c'était une fraude. Montrez-moi l'argent. Les démocrates ont une histoire de fraude électorale qui remonte à Tamari Hall au XIXe siècle. Nous avançons rapidement jusqu'à Lyndon B. Johnson qui a volé ses premiers points au Texas. Il y a eu John F. Kennedy et les allégations selon lesquelles il avait volé la présidence par fraude électorale au Texas et en Illinois. Ils l'ont déjà fait auparavant. Je veux dire que tu peux avoir quelqu'un qui a un casier judiciaire et qui est tout à fait capable de braquer une banque. Mais a-t-il braqué la banque? Eh bien, ça y ressemble. Catherine est restée un peu silencieuse, mais d'après moi, ça veut dire qu'il travaille sur une piste.
Je pense que tu devrais l'appeler et voir ce qu'elle en dit. Bonjour, je suis Catherine Engelbrecht, fondatrice et présidente de True the Vote. Salut Dinesh, comment vas-tu? Salut, je vais bien. Écoute, je suis avec Debbie. Salut Catherine. Salut Debbie. Tu sais à quel point c'est la folie, là. As-tu creusé la question autour de la fraude électorale? Eh bien, nous avons travaillé sur quelque chose d'important. Il est probablement préférable de ne pas en parler au téléphone. Peut-on se rencontrer? Maintenant, j'ai travaillé avec Greg Phillips. L'élection Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, mais il a une grande expérience du renseignement électoral. Ne faites pas attention aux millions d'Américains qui disent que quelque chose ne va pas. Il a travaillé sur des projets dans le monde entier. Il n'y a rien à voir ici. Il a une expérience de 30 ans. Nous avons décidé de tester une hypothèse et nous sommes allés très loin. Nous avons désormais quelque chose que nous pensons va vraiment vous intéresser. Je vous enverrai l'adresse séparément. Greg Phillips, quel est votre parcours qui vous prépare à ce genre de travail? Je travaille dans le domaine du renseignement et de l'intégrité des élections depuis environ 40 ans. Nous avons mené des enquêtes dans le monde entier. Il s'agit d'une combinaison d'acquisition de données, d'analyse de données, parfois d'exploration de données en profondeur. Notre capacité à tirer des conclusions significatives qui, quand, où, dans ce domaine. Catherine, vous avez créé un groupe appelé True the Vote en 2010. Quelle était votre mission ou votre objectif? Nous n'avions tout simplement pas assez de volontaires pour travailler dans les bureaux de vote lors de notre élection locale. Nous avons donc commencé par former des personnes pour travailler dans les bureaux de vote. Et puis au fur et à mesure que nous avons progressé, nous nous sommes rendus compte que certains des problèmes rencontrés dans les bureaux de vote pouvaient être attribués à des problèmes liés aux listes électorales. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus important que ce que nous avions prévu. True the Vote dispose du plus grand stock de renseignements électoraux au monde pour les élections de 2020. Personne n'a plus de données que nous. J'ai donc lancé True the Vote pour faire en sorte que chaque électeur américain ait la possibilité de participer aux élections. Je pense que je me suis familiarisé avec votre travail lorsque vous avez témoigné devant le Congrès. C'était en 2014. En fait, je vous ai rencontré par l'intermédiaire de Debbie. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous connaissiez Debbie depuis des années, mais vous l'avez formée. Absolument, j'étais une observatrice de scrutin bilingue. Oh oui. Mon espagnol m'a été très utile. J'étais observatrice des bureaux de vote à Rosenberg et le juge des bureaux de vote était en train de dire en espagnol à ce couple qui était entré « Pour qui voter ?» Bien sûr, elle n'avait pas réalisé que je parlais l'espagnol. Et voilà. La main dans le sac. Oui. Donc, Catherine, quand vous avez créé True the Vote, vous êtes triste, mais pas tant que ça. Ce n'est pas une organisation partisane, c'est parce que vous avez vu que les manigances, les problèmes liés au vote venaient des deux partis? Absolument. De plus, nous avons besoin de la parité des partis dans les bureaux de vote. Vous m'avez parlé d'une élection particulière au cours de laquelle vous avez assisté à de la récolte et au trafic de vote, mais c'était pour le compte d'un candidat républicain. Exactement. En Caroline du Nord, c'était unique dans la mesure où cela a permis de renverser une élection. Il va y avoir une nouvelle élection dans la circonscription de Caroline du Nord, embourbée dans un scandale de fraude électorale. Tout tourne autour d'allégations selon lesquelles un agent de Harris a engagé une équipe de personnes pour récolter des bulletins de vote par correspondance, les payant entre 2 et 3 dollars par vote. Donc, vous avez un activiste, il s'appelle McCrae Douglas. Il travaillait pour la Blind Improvement Association, une sorte d'association afro-américaine chargée d'amener les électeurs aux urnes. Mais apparemment, il faisait toutes sortes de récoltes de votes. Il a appris la stratégie. Puis il a rompu avec eux et a proposé ses services à Mark Harris, un républicain. En fait, c'est un pasteur qui se présentait. Et Harris a gagné, il a réussi. En 40 ans de métier, on a vu ça encore et encore. Parfois, les plans sont un peu différents. Parfois, ce sont des gens qui vont frapper aux portes pour recueillir des bulletins de vote. Parfois, les bulletins sont envoyés ici, rassemblés ici, déposés là. Mais le trafic lui-même est toujours le même schéma de base. Il y a un organisme à but non lucratif impliqué quelque part au milieu. Il y a des gens qui collectent les bulletins de vote d'un côté ou qui les déposent de l'autre et qui sont payés pour cela. En aucun cas, il est acceptable d'être payé pour son bulletin ou d'accepter une forme de rémunération pour son bulletin. En aucune façon, en aucun cas, ce n'est légal.
J'ai remarqué, Catherine, qu'immédiatement après l'élection, alors qu'il y avait beaucoup d'accusations et de charges qui circulaient, reflétant tous ces soupçons que quelque chose allait très mal, des accusations d'interventions étrangères, des accusations sur les machines, vous et votre organisation êtes restés silencieux. J'ai eu l'impression que vous cherchiez une approche différente. Étant donné les éléments aberrants qui ont été introduits de manière si importante en 2020, à savoir les boîtes de dépôt financées par le secteur privé, l'envoi massif de bulletins de vote par la poste, l'hypothèse était la suivante. Si l'on veut tricher, comment s'y prendre? Ce serait prouvable et traçable. Vous avez dit qu'il pourrait y avoir des, appelons-les simplement, de mauvais acteurs qui livrent systématiquement et illicitement des bulletins de vote dans ces boîtes de dépôt de courrier. Et il pourrait y avoir un moyen de les suivre et de les arrêter. Nous ne savions pas. Nous avons décidé de laisser les données nous éclairer et nous avons rassemblé une équipe d'entrepreneurs hautement qualifiés et mis au point un plan pour voir où les données allaient nous mener. Greg, qu'est-ce que le géopistage? L'idée est donc de collecter les signaux émis par votre téléphone. Votre téléphone portable délivre des informations aux applications qui collectent ce signal. Il y a donc 4 coordonnées clés: la latitude, la longitude, l'élévation et l'heure. Et avec ces données, on peut alors construire un moment de vie autour de vous. Donc ce téléphone est ici en ce moment. Où sera-t-il à 5 heures? Où sera-t-il ce soir? Donc voici mon portable. Il est éteint. Est-ce que je peux être géolocalisé même si mon portable est éteint? C'est possible. Ça dépend de l'application. Cela dépend de l'application. Les entreprises de marketing le font toute la journée, tous les jours. C'est ça le problème. Nous venons d'aller à l'Apple Store et à CVS et à chaque fois, ils savaient où nous étions, de toute évidence. Tout à fait. Et ils vous parlaient de promotion. Les gens ont donc une expérience de ce genre. Il y a environ 300 000 applications qui recueillent ces données et qui les vendent ensuite à des courtiers. N'est-il pas vrai que ce géopistage est devenu un outil vital pour l'armée, pour les services de renseignement et pour les forces de l'ordre? En effet, il l'utilise presque tous les jours. Il n'y a aucun doute pour les personnes que je connais dans la communauté que beaucoup, sinon toutes les personnes impliquées dans les événements du Capitole le 6 janvier, étaient suivies avant le 6 janvier, parce qu'elles connaissaient déjà leur mode de vie. Ils savaient déjà à qui s'intéresser. Beaucoup de personnes qui ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier ont laissé des empreintes numériques que les forces de l'ordre ont utilisées pour procéder à des arrestations. Vous dites qu'ils devaient connaître ces personnes avant, parce que certains de ces gars ont été arrêtés 1 jour, 3 jours, 5 jours après le 6 janvier. Et ce n'est pas assez de temps pour faire l'analyse de la géolocalisation. L'idée même que l'on puisse passer de l'après-midi du 6 janvier à l'acquisition des données, au suivi des données, au démasquage du propriétaire du téléphone, ce que le gouvernement est tenu de faire, puis à la présentation de l'information à un grand jury et à l'arrestation en 72 heures. Impossible. Ce n'est pas possible. Ils ont dû traquer les gens à l'avance. Mais le fait est que ces techniques sont utilisées tous les jours par les forces de l'ordre, les services de renseignement et le ministère de la Défense. Est-ce que la géolocalisation a permis à la CIA d'identifier Ben Laden? Il a certainement joué un rôle. Il est encore plus sophistiqué aujourd'hui qu'il ne l'était au moment de l'élimination de Ben Laden. De plus en plus d'applications participent à ce programme, si vous voulez. La fiabilité du géopistage n'est pas sensiblement différente de la fiabilité d'une empreinte digitale ou de la fiabilité de l'ADN si elle identifie votre téléphone. Maintenant, j'aurais pu donner mon téléphone à Debbie, mais la simple vérité est que mon téléphone était là à cette date précise. Et il n'y a absolument aucun doute là-dessus, n'est-ce pas? C'est exact. Vous avez décidé d'acheter par l'intermédiaire de ces courtiers qui mettent ces informations à la disposition des entreprises. Ils mettent à disposition toutes sortes d'endroits pour acheter des données. Parlons de la méthodologie. Vous identifiez des données dans certains endroits et dans l'ensemble, vous vous êtes concentré sur les États où l'élection a été décidée. Dites-nous, quelles sont les zones pour lesquelles vous avez acheté des données et que cherchez-vous? Quelle est la période de temps? Du 1er octobre jusqu'à l'élection. En Géorgie, nous avons acheté des données du 1er octobre au 6 janvier. Nous avons donc décidé de couvrir la zone métropolitaine d'Atlanta parce qu'elle comprend des zones rurales, des zones urbaines, des zones de banlieue.
309 boîtes de dépôt dans la région. Et nous avons pensé que c'était un assez bon test. Nous avons, en quelque sorte, clôturé autour de ces géorepérages. Et puis, nous avons pu acheter les données des personnes qui se trouvaient près de ces boîtes de dépôt, mais aussi près des organisations. Dans tout le pays, nous avons acheté 10 000 milliards de signaux. Quand ils vous donnent ces données que vous devez ensuite parcourir, à quoi ressemblent-elles? C'est un transfert massif de données. Nous avons plus d'un pétaoctet de données. Vous parlez de transactions de centaines de téraoctets. C'est donc un transfert important de données. Vous avez 10 milliards de signaux, c'est beaucoup de signaux. Alors quel était le critère que vous avez fixé? La décision finale était qu'il devait avoir été dans 10 boîtes de dépôt ou plus, ce qui signifie des visites uniques à l'intérieur d'un espace et 5 visites ou plus dans une ou plusieurs de ces organisations. C'était des données aberrantes, complètement aberrantes. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un aille même à 2 boîtes de dépôt. Mais vous dites qu'il y a peut-être une raison concevable pour que quelqu'un le fasse. Donc, identifions un grand nombre de boîtes de dépôt et de voyages multiples. Et de cette façon, nous n'attraperons pas tous les contrevenants, mais les pires contrevenants. La façon dont nous décrirons cela est que nous voulons absolument nous assurer que nous n'avons pas de faux positifs, c'est-à-dire des personnes qui n'auraient pas dû être incluses. Nous ne disons pas du tout que c'est tout ce qui existe. Nous disons simplement que sur la base de ces critères, nous avons identifié à Atlanta 242 personnes qui ont utilisé en moyenne 24 boîtes de dépôt dans 8 organisations pendant une période de 2 semaines. 242 mulets. Faisons une pause une seconde. Qu'est-ce qu'un mulet? Lorsque nous avons commencé le projet, nous avons dû trouver comment décrire les individus et les éléments impliqués. Et pour nous, cela ressemblait beaucoup à un cartel. Cela ressemblait beaucoup à un trafic. Il peut s'agir de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains. Dans ce cas, c'est un trafic de bulletins de vote. Et donc, nous avons commencé à utiliser ce jargon. Un mulet est, selon notre définition, une personne impliquée dans le ramassage des bulletins de vote et dans leur acheminement vers les boîtes de dépôt. Vous avez donc les collecteurs, d'un côté, vous avez les maisons de stockage, qui sont les organisations à but non lucratif. Et puis vous avez les mulets qui font les dépôts. Qu'est-ce que nous savons d'eux? Qui sont-ils? D'abord, laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas de grand-mère promenant son chien. Mauvais antécédents, mauvaise réputation. Nous avons eu des rencontres avec plusieurs d'entre eux qui ne sont pas très positives. Ils peuvent l'être. Ils sont intéressés par une seule chose, c'est l'argent. Est-ce qu'on sait au fait combien ils sont payés? D'après les personnes qui ont partagé des informations avec nous, c'est généralement 10 $ par bulletin de vote. Lors du scrutin en Géorgie, ce chiffre était plus élevé. 2020, bien sûr, était l'année des émeutes Antifa et des émeutes BLM. Et tout cela s'est déroulé dans les mois et les semaines précédant l'élection. C'est vrai. Et donc, dans les données, vous avez des données de suivi géographique des boîtes de dépôt, mais vous avez aussi des données sur les émeutiers. Il y a eu plusieurs émeutes violentes, Black Lives Matter, Antifa à Atlanta. Et pour l'une d'entre elles, 3 douzaines de nos mulets ont participé à ces événements violents. Il y a une organisation qui suit les identifiants des appareils dans toutes les manifestations violentes du monde. Nous avons jeté un coup d'œil à nos 242 mulets à Atlanta. Et bien sûr, des dizaines et des dizaines de nos mulets apparaissent dans les bases de données de l'ACLED. Donc, encore une fois, ce n'est pas grand-mère qui promène son chien. Ce sont parfois des criminels violents. Il n'y a pas seulement un élément criminel, mais il y a aussi un élément idéologique. Il y a un chevauchement entre les gens. Je veux dire, vous n'allez pas aller à une émeute Antifa et la trouver surpeuplée de patriotes, de chrétiens ou de républicains. Ce sont des gens qui sont généralement d'extrême gauche. Et il s'avère que ce sont des gens qui aident aussi à constituer la population des mulets. Je pense que cela se vérifie également dans nos organisations cibles elles-mêmes. Ce ne sont pas des organisations républicaines. Ce sont des organisations démocrates de gauche. Faisons un zoom ici. Le mulet est donc le livreur ou une femme. Ils ont un point de départ ou plusieurs points de départ et ensuite ils ont un point final. Et le point final est la boîte de dépôt. C'est exact. D'accord. Mais vous dites qu'ils obtiennent les bulletins de vote de quelque part et puis ils vont les déposer dans plusieurs boîtes de dépôt.
L'une des questions qui se posent dans le cadre de notre travail est la suivante. Comment savez-vous que ce n'est pas quelqu'un qui a une grande famille et qui a déposé plusieurs bulletins? Ou comment savoir si cette personne ne travaille pas simplement dans un endroit proche des boîtes de dépôt et donc qu'elle passe très souvent devant? Des éléments qui s'ajoutent ici, le fait d'aller au siège de l'administration, la capacité à identifier le modèle d'approche d'une boîte de dépôt et le fait qu'il ne passe pas devant la boîte de dépôt, qu'il la dépasse, mais qu'il se rend directement vers une boîte de dépôt et qu'il revient à un autre point, puis à une autre boîte de dépôt, tout ça. Je veux dire, le timing n'est-il pas significatif? Si un type va à une boîte à 2 heures du matin, il n'est probablement pas en train de se promener. C'est ça. Nous allons donc vous montrer un visuel, un modèle de vie que quelqu'un peut voir et regarder plutôt qu'une feuille de calcul entière de chiffres pouvant être regardés de cette manière. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une seule personne qui, en un seul jour à Atlanta, en Géorgie, s'est rendue dans 28 boîtes de dépôt et 5 centres en un seul jour. Que sont ces points orange? Ce sont des Dropbox. Et que sont ces lignes bleues? Il s'agit d'un modèle de fonctionnement linéaire qui nous permet de prendre le mouvement des signaux individuels des téléphones cellulaires, de les combiner en quelque chose de visuel, de sorte que vous puissiez voir le mouvement de l'individu. Pour se rendre à certaines de ces boîtes de dépôt, il fallait être intentionné. Il fallait sortir de l'autoroute, il fallait aller dans une rue de banlieue, il fallait tourner quelque part afin de se rendre à ces boîtes de dépôt. Et les cercles reflètent les centres à but non lucratif, les endroits d'où les bulletins de vote proviennent? Ce sont les planques où les bulletins sont collectés et remis aux mules qui les emmènent au Dropbox. Maintenant passons à l'Arizona. Combien de mules en Arizona? Un peu plus de 200. Un peu plus de 200. Rien qu'à Phoenix. La raison pour laquelle je pense que tout cela est très significatif, c'est parce que ces États étaient très proches, d'accord? Quelle était la fourchette en Géorgie? Une fourchette de 10 à 11 000, je pense. En tout. Et l'Arizona était aussi extrêmement proche. Très proche. Puis, vous êtes passé au... Wisconsin, mais notre premier examen était à Milwaukee. Les chiffres bruts étaient en baisse, mais le nombre moyen de visites sur les boîtes de dépôt était en hausse. Au lieu d'avoir seulement 24 visites uniques, je pense que nous avons eu une moyenne de 28. J'ai entendu dire que les gens de Milwaukee sont très travailleurs et peut-être qu'ils ont juste fait des heures supplémentaires. Allons donc dans le Michigan. Nous avons plus de 500 mules que nous avons identifiées dans le Michigan. Encore une fois, le nombre de boîtes est plus faible. Mais où dans le Michigan? Détroit principalement, mais nous avons des gens à Détroit qui sont allés à plus de 100 boîtes de dépôt. Je pense que c'est stupéfiant parce que je ne peux pas imaginer une raison logique et innocente pour que quelqu'un puisse faire ça. Ça ne peut pas exister. Donc, toute personne rationnelle dirait que vous tenez quelque chose de gros ici. Vous devriez regarder de plus près. Allons en Pennsylvanie, un État crucial. Je pense que c'est la Pennsylvanie qui a vraiment donné l'élection à Biden. Rien qu'à Philadelphie, nous avons identifié plus de 1100 mules, à des taux bien supérieurs à tous ceux que nous avions vus. Plus de 50 Dropbox par personne. Chaque individu sera à 50 boîtes de dépôt. Chacun, 1100. On a vu des gens faire des allers-retours vers le New Jersey en traversant le pont. Vous dites que les bulletins ne proviennent peut-être même pas de Philadelphie ou de Pennsylvanie. Vous dites que le point d'origine semble être le New Jersey. Maintenant, en multipliant 1100 mules par 50, nous sommes à 50 000 visites de Dropbox par les mules seulement à Philadelphie ou dans la région autour de la Philadelphie. Maintenant, alors que vous évaluiez ces données, vous aviez tous les deux, et je ne sais pas lequel d'entre vous, a eu cette idée de génie. À votre avis? Bien sûr. Bien sûr. Eh bien, pour valider vos données, Nous avons choisi de nous pencher sur 2 meurtres qui ont été classés comme affaires non résolues. À Atlanta, Secoria Turner, 8 ans, a été tué par des coups de feu tirés dans une voiture, juste à l'extérieur du parking de ce Wendy's. J'ai acheté des données et l'équipe s'est mise au travail. On peut voir qu'il n'y a visiblement qu'une petite poignée de téléphones sur place qui aurait pu appuyer sur la gâchette. Donc voici la zone, et voici où se trouvait le Wendy's. vous voulez dire que chaque point vert est le même gars, mais se déplaçant dans le temps. Chaque couleur est une personne. La fusillade a eu lieu juste ici, dans ce parking. À l'intérieur de ce cercle se trouvent les seuls tireurs possibles, potentiellement. Chacun de ces téléphones a un identifiant unique.
et nous avons transmis la plupart de ces informations au Bureau fédéral d'investigation. Maintenant, je lis qu'ils ont arrêté 2 suspects. Oui, 2 membres présumés d'un gang comparaîtront devant la cour ce matin, accusés notamment de la mort par balle de Securier Turner, 8 ans. Et n'est-il pas vrai que ce suivi de ces déplacements, c'est exactement le même travail que celui que vous faites avec les mules? exactement. C'est une chose d'avoir une preuve scientifique qui est persuasive par elle-même. Mais avez-vous une preuve vidéo? Nous en avons. Combien en avez-vous? 4 millions de minutes de vidéosurveillance dans tout le pays. Vidéos de surveillance officielles de ces boîtes aux lettres et Dropbox. Oui, Comment les avez-vous obtenues? Vous pouvez faire une demande d'accès aux archives, n'importe quel citoyen peut le faire. Il a fallu suivre une série d'étapes très difficiles pour obtenir la vidéo de surveillance. Vous avez des vidéos en Géorgie? oui, nous en avons. Est-ce une vidéo de l'élection présidentielle, du second tour ou des deux? Des deux. Avez-vous des vidéos d'autres États? Quelques vidéos de l'Arizona. Nous avons appris récemment que des vidéos ont été désactivées sur certaines boîtes de dépôt. Dans quel État? Arizona, au Wisconsin. Il s'avère que, même si les règles exigent qu'ils aient une vidéo, Ont-ils fait la vidéo? Non, ils ne l'ont pas fait. Il devrait y avoir une vidéo sur chaque Dropbox. Étant donné le coût actuel de la technologie, ça n'aurait pas été si difficile de le faire. Et vous m'avez envoyé une capture d'écran, Catherine, où vous demandiez une vidéo. Et je crois que c'était l'État de Géorgie qui disait que cette vidéo n'existait pas. Et nous ne pouvons pas vous dire pourquoi elle n'existe pas. Exact, c'est dans le comté de Fulton. Nous avons des correspondances de ce genre provenant de beaucoup d'États. En l'absence de vidéo, ces données géospatiales sont essentielles pour décoder le plus grand plan. Mais dans le cas de ce que nous allons vous montrer maintenant, ce qui fait avancer les choses d'un cran, c'est que nous avons les données géospatiales pour soutenir la vidéo. Parlons de certaines de ces vidéos. nous allons vous en montrer quelques-unes. Cet individu en particulier, nous l'avons dans un certain nombre d'endroits différents et à un certain nombre de moments différents. C'est en fait une mule. Ceci est la vidéo de surveillance officielle de la Géorgie. Absolument. Et donc, quand la personne s'arrête, elle ne prend même pas la peine de se garer. Bien sûr, c'est le milieu de la nuit, donc pourquoi le ferait-il? Il s'approche de la boîte. Quand les gens s'approchent avec l'intention de tricher, ils regardent autour d'eux. Ils marchent en gros assez rapidement. Ils essaient de les fourrer dedans. Ils essaient de sortir de là. Dans ce cas, ils en laissent tomber quelques-uns par terre, ils les ramassent, les mettent dans la boîte. Puis ils se dépêchent de revenir et de sortir de là. C'est donc à ça que ça ressemble. On ne dirait pas nécessairement que des centaines de bulletins sont déposés dedans. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de fraude. Vous en avez juste besoin au bon endroit et au Existe-t-il fur un et à moyen mesure. d'estimer ou même d'estimer approximativement combien de bulletins sont déposés dans une boîte à un moment donné? Cela pourrait être 3, 5, 6, 10 ou quelque chose comme ça. L'idée est de rester sous le radar. Et comme Greg l'a dit, le nombre est de 3, 5, 10 bulletins. Mais ils n'ont pas non plus fini pour la journée. Ils vont de place en place, jour après jour, après jour, après jour. Et donc, cela n'apparaîtra pas dans votre système de traçabilité, vos documents de suivi. Sinon, cela identifierait une grosse anomalie. Ils ne vont pas venir déverser des sacs pleins de bulletins de vote. D'un autre côté, nous avons vu des circonstances où il semble que des bacs pleins de bulletins de vote soient apparus. Il y a une boîte dans le comté de Kinnett qui avait un document de système de traçabilité avec 1962 bulletins notés dessus. Et tout d'abord, c'est environ 10 fois ce que nous voyons normalement. On a trié les données géographiques, on a trouvé quelques centaines de personnes. Ok, c'est assez étrange. On a une vidéo de tout ça. Et devinez ce qu'elle montre. 271 personnes s'approchent de cette boîte de dépôt de bulletins. Pendant cette période de 25 heures, 271 et 1962 bulletins y ont été déposés. Waouh! Voici des agents électoraux qui sortent de cette boîte de dépôt 2 sacs pleins contenant plus de 1900 bulletins. Regardons un autre. Oui, jetons un coup d'œil à... Ce qui est intéressant avec cette personne, c'est que le téléphone montre que la personne semble vivre en Caroline du Sud. Donc cette personne n'est même pas de Géorgie. Elle était ici pendant les 2 périodes électorales, mais n'est pas une résidente de l'État. Elle s'approche de la Dropbox. Elle ne regarde jamais la poubelle, n'est-ce pas?
Elle regarde de l'autre côté. Mais l'autre chose qu'elle a, c'est qu'elle porte des gants. Ce que l'un de nos analystes a remarqué, c'est que ces gants chirurgicaux ne sont apparus qu'à partir du 23 décembre au deuxième tour. Nous n'en avons donc pas beaucoup vu avant le 23 décembre et nous ne comprenions pas pourquoi. Et puis, ça nous est venu à l'esprit, le 22 décembre, un acte d'accusation a été prononcé en Arizona contre des personnes qui avaient bourré des urnes de bulletins de vote et la façon dont le FBI les a coincés, c'est par les empreintes digitales. Et puis, le jour suivant et les jours suivants. Donc cette vidéo provient du second tour du scrutin en Géorgie. C'est le 21 janvier. Celle-ci se déroule à environ 1h du matin, le 5 janvier. Il y a des bulletins de vote là-dedans, comme une petite pile. Peut-être 3, peut-être 4. Elle les enlève et les met dans la poubelle qu'elle n'a jamais regardée. Donc elle savait que c'était là. Elle savait que c'était là, c'est vrai. Et donc nous l'avons sur un certain nombre de sites. C'est une mule hors de l'État. Et ce n'est en aucun cas la seule Dropbox à laquelle elle a participé. C'est exact. Non, elle en fait des dizaines et des dizaines au cours de ces 2 élections. Qui est le prochain? Ce que vous allez voir, c'est qu'il s'approche de la Dropbox sur son vélo. Il a aussi un sac à dos. Il sort les bulletins de vote de son sac à dos. Prenant son temps. Prenant son temps, regardant autour de lui, cherchant des bulletins de vote. Il les trouve enfin, les sort. Ok, maintenant je suis prêt. Il va les mettre dedans. Mais vous le voyez aussi être contrarié lorsqu'il commence à partir. Car, devinez quoi? À ce moment-là, ils ont commencé à demander aux mules de prendre des photos du remplissage des bulletins de vote. Il semble que c'est comme ça qu'ils sont payés. Donc ils prennent une photo, ils le remplissent, ils prennent une photo, pas un selfie, mais une photo du bulletin réel qui est inséré. Mais ce type est contrarié, il est obligé de garer son vélo et de descendre. Si vous étiez là pour voter, quelle raison auriez-vous de revenir et de prendre une photo de l'urne? Des mules regardent autour d'elles, prennent des photos. Ok, la suivante. Oui, alors laissez-moi vous montrer l'homme avec le chien. Au beau milieu de la journée, c'est en fait devant un bureau de vote. Les gens qui font la queue attendent de pouvoir voter tôt. Ils le font correctement. Ok? Maintenant, vous avez d'autres personnes qui vont se présenter. Cette dame s'en fiche, mais le prochain gars s'en soucie. Il regarde tout ça, ce type l'observe et lui parle. Il a donc des bulletins de vote sous le bras. Maintenant, il a le reste qu'il a sorti du sac. Et il va préparer son appareil photo pour prendre des photos pendant qu'il les met dedans. Si vous considérez le degré de culot de ceci, c'est vrai, c'est le milieu de la journée. Il y a des gens assis là qui vous regardent tricher et des gens qui sont honnêtes. Mais c'est difficile pour eux de savoir quoi faire à part observer et peut-être dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu. Ils se demandent ce que tout cela signifie. Cela se passe en plein jour et personne ne fait rien pour arrêter ça. Ce sont le genre de choses que l'on retrouve dans les 4 millions de minutes. C'était un effort organisé pour subvertir une élection libre et équitable. C'est du crime organisé. Vous ne pouvez pas regarder ces données dans leur ensemble et croire autre chose. C'est particulièrement vrai lorsque vous considérez que dans des endroits comme la Géorgie, la décision n'a été prise qu'à 10 000 ou 12 000 voix près et que vous considérez les 5 000 visites de ces mules. Ce n'est pas une ineptie que de dire « oui, cela aurait fait une différence ». En additionnant ces chiffres, nous avons plus de 2000 mules, sans avoir recherché dans la totalité de ces États. Rappelez-vous, nous ne parlons que d'un petit nombre d'États. Nous ne parlons pas de tout le pays. Et on ne parle même pas de tout le pays. Nous ne parlons pas de tous les États. Et nous parlons aussi d'une sous-évaluation du nombre réel de mules parce que vous avez placé la barre haut. Il devait aller dans 10 boîtes de dépôt. Donc s'il y a une mule qui est allée dans 7 boîtes de dépôt, vous ne l'attrapez pas. Et il devait aller dans des organisations à but non lucratif, donc il devait remplir ces 2 critères et ensuite aller dans l'une des boîtes de dépôt. S'il remplissait les 2 critères, mais allait dans une boîte postale, nous n'allions pas le remarquer. L'un des slogans des démocrates, pendant tout ce débat, a été de faire en sorte que chaque vote compte. Et je pense que nous pouvons maintenant voir d'une manière effrayante que c'est un peu ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est que peu importe si toutes sortes de bulletins illégaux sont déposés, comptons-les. Maintenant,
Le discours doit être que c'est l'élection la plus sûre. Ce sont les élections les plus fabuleuses que nous n'ayons jamais eues. Ne faites pas attention aux millions d'Américains qui disent que quelque chose ne va pas. Cela n'a pas de sens. Il n'y a rien à voir ici, on sourit juste les mecs. Ne pourrait-on pas relier précisément ceci au projet des lois électorales que les démocrates veulent désespérément adopter pour fédéraliser l'élection? Ne chercherait-il pas à reprendre toutes ces dispositions spéciales qui ont permis ce que nous avons révélé, ou plutôt ce que vous avez révélé lors de l'élection de 2020, et à les rendre permanentes? Si nous ne nous réveillons pas et que nous ne retroussons pas nos manches pour faire ce travail difficile mais nécessaire pour tout remettre en ordre, alors oui, tous les éléments seront en place pour que notre système électoral soit verrouillé indéfiniment. Tout cela sous le regard vigilant des médias qui diront que tout est normal. C'est comme s'ils subvertissaient la démocratie sous le prétexte officiel de la protéger. Absolument. Et ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'arrêterons pas. Dans les rangs républicains, on ne semble pas à l'aise avec ce genre de questions. On dirait presque qu'ils préfèrent faire le dos rond. Tout à fait, c'est un dilemme, parce que ceux qui font le dos rond sont actuellement élus et au pouvoir. Quand on voit ces actes scandaleux et que personne ne dit rien, parce qu'ils ont peur d'être poursuivis en justice, d'être effacés, d'être réduits au silence, cet effet paralysant, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Et comme je le disais, de l'autre côté de la peur se trouve la liberté. Si l'on ne dépasse jamais la peur, on ne sera jamais libre. Résumons ce que nous savons. Sommes-nous certains que ce n'était pas, en fait et de loin, la plus sûre élection de l'histoire? Elle ne l'était pas. Nous en sommes certains. Savons-nous avec certitude qu'il y a une fraude coordonnée et systématique dans tous les États clés où l'élection s'est jouée? Oui. Oui. Par conséquent, cela signifie-t-il que les personnes qui soupçonnaient une fraude, même si elles n'en avaient pas la preuve, avaient raison d'être suspicieuses? Absolument, leur instinct était dans De le plus, vrai. concernant les États qui tentent de lutter contre la fraude systématique en rétablissant un minimum de règles, les anciennes règles, disons, vérification de la carte d'électeur, des signatures. Vous souhaitez un bulletin de vote par correspondance, alors vous devez en faire la demande. Nous n'enverrons pas 20 millions de bulletins en attendant de voir ceux qui reviennent. Est-ce que ces lois sur l'intégrité des élections, loin de constituer une atteinte aux électeurs, ne seraient pas en fait un moyen légitime de s'assurer que les personnes qui votent ont réellement le droit de le faire? 100% exact. C'est tout à fait exact. Ce que vous voyez est un crime. Ce sont des votes frauduleux. Dans 2 des 5 États clés, on était autorisé à confier son bulletin de vote à un membre de la famille ou à un tuteur. C'est de la procuration de vote, ce n'est pas la même chose que du trafic de bulletins de vote. Il n'y a aucun État américain où des organisations à but non lucratif ont le droit de collecter des bulletins de vote et de payer des mulets pour les déposer dans les boîtes de vote. Nous en arrivons maintenant à la question la plus importante de toutes. L'ampleur du trafic de vote dans ces États clés était-elle suffisante pour faire pencher la balance dans l'élection présidentielle de 2020? Concentrons-nous d'abord exclusivement sur nos 2000 mulets. Leur nombre moyen de passage aux boîtes de dépôt, 38. Leur nombre moyen de bulletins illégaux déposés par passage, 5. Cela représente 380 000 votes illégaux. Mais était-ce suffisant pour installer Biden à la Maison-Blanche? Pour répondre à cette question, il faut examiner chaque État clé un par un. Dans le Michigan, 500 mulets, avec une moyenne de 50 passages aux boîtes de dépôt et 5 bulletins illégaux par passage. Cela représente 125 000 votes trafiqués illégalement. Pas tout à fait la différence de 154 000 voix entre Trump et Biden.
Donc le Michigan, avec ses 16 grands électeurs, reste dans la colonne Biden. Dans le Wisconsin, 100 mulets, avec une moyenne de 28 passages aux boîtes de dépôt et 5 bulletins illégaux par passage. Cela représente 14 000 votes trafiqués illégalement, soit 6 000 voix manquantes pour donner la victoire à Trump. Donc en considérant uniquement nos mulets, le Wisconsin, avec 10 grands électeurs, reste dans le camp Biden. Mais passons maintenant à la Géorgie. 250 mulets avec une moyenne de 24 passages aux boîtes de dépôt et 5 bulletins illégaux par passage. Cela représente 30 000 votes trafiqués illégalement, bien au-delà de la différence de 12 000 voix entre Trump et Biden. Donc la Géorgie, avec ses 16 grands électeurs, bascule dans la colonne Trump. En Arizona, les chiffres sont à peu près les mêmes. 200 mulets avec une moyenne de 20 passages aux boîtes de dépôt et 5 bulletins illégaux par passage. Cela représente 20 000 votes illégaux. Encore une fois, ces votes illégaux sont nettement supérieurs à la marge de 10 000 voix qui a offert les 11 grands électeurs de l'État à Biden. Rien qu'à Philadelphie, en Pennsylvanie, 1100 mulets avec une moyenne de 50 passages aux boîtes de dépôt et 5 bulletins par passage. Cela représente 275 000 votes illégaux, encore une fois largement au-delà de la marge de 80 000 voix entre Trump et Biden. Donc les 20 grands électeurs de la Pennsylvanie vont à Trump. Ce qui est frappant, c'est que même cette perspective minimaliste consistant à considérer uniquement nos 2000 mulets dans les États clés donne la victoire à Trump avec 279 grands électeurs contre 259 pour Biden. Mais personne ne peut croire que nos 2000 mulets étaient les seuls à trafiquer des votes illégaux. Pour élargir la recherche, Greg et son équipe ont abaissé le seuil de 10 passages aux boîtes de dépôt à 5 par boîte. Cela a révélé une énorme augmentation du nombre de mulets, de 2000 à 54 000. 54 000 mulets. Ensuite, ils ont appliqué une estimation très prudente de seulement 3 bulletins par passage aux boîtes de dépôt. Lorsque nous multiplions ce nombre accru de mulets par 5 passages aux boîtes de dépôt par mulet, puis par seulement 3 votes illégaux par passage, nous découvrons une fraude électorale d'un niveau stupéfiant. Dans le Wisconsin, 83 565 votes illégaux ont été trafiqués. En Géorgie, 92 670. En Pennsylvanie, 209 505. Dans le Michigan, 226 590. Et en Arizona, 207 435. En considérant ce calcul, Trump aurait remporté tous les États clés. Et le vote final des grands électeurs, 305 à 233. Je voulais savoir ce que mes collègues de Salem allaient penser de ce que j'avais appris. Il y a 4 millions de minutes de vidéos. De vidéos De officielles. vidéos de surveillance officielle, c'est inattaquable, enregistrées par les États eux-mêmes. C'est l'unique La source gauche, de à ces mon avis, vidéos. n'avait pas anticipé que quelqu'un regarderait ces vidéos. Ici, il est 1h du matin. Tout le monde vote à 1h du matin, c'est bien connu. Exact. Cela peut paraître idiot, mais quelqu'un m'a demandé comment savoir s'il ne s'agit pas de courrier traditionnel. Mais c'est une boîte de dépôt de vote. Pas la boîte aux lettres que nous utilisons pour envoyer du courrier à notre maman. Elle porte des gants. Pourquoi elle porte des gants? Elle porte des gants. Attendez un peu, elle était passée devant cette poubelle sans la voir. Vous pouvez la repasser? C'est un mourir de rire. Elle y va direct. Ce n'est donc pas la première fois qu'elle fait cela. Non. Celle-là venait de Géorgie, n'est-ce Oui. pas? En Géorgie, il est illégal de déposer un bulletin de vote s'il n'est pas le vôtre ou celui d'un membre de votre famille. C'est illégal, peu importe le résultat. C'est une pratique illégale que vous venez de voir. Vidéo numéro 2, celle du gars avec le chien. Il prend des photos. Pourquoi faire ça? Pour pouvoir être payé. Ce sont les affaires comme d'habitude. Qu'avez-vous en tête?
Si vous aviez attrapé cette personne, à ce moment-là, demandez qu'elle vous le remette ses bulletins et qu'elle l'avait fait. Que pensez-vous que vous auriez observé? Quel nom dessus, à votre avis? Des électeurs non enregistrés, des personnes qui ont déménagé. Il y a une ambiguïté dans ce que vous dites. Le bulletin de vote en lui-même est authentique. Ce n'est pas un faux morceau de papier. Encore une fois, prenez bien en compte que lorsque vous postez un bulletin de vote, il y a une enveloppe de sécurité avec une norme de vérification de signature qui a été pratiquement supprimée. Et dès que le bulletin est retiré de cette enveloppe, il y a une perte de lien entre eux et le bulletin. C'est comme une feuille de papier vierge, le seul identifiant se situe sur l'enveloppe, à l'extérieur. Voici l'exemple d'un lot de plusieurs bulletins. 3h57 du matin. Le moment idéal pour voter. Tu évites les files d'attente. Cette personne arrive et ce que vous allez voir, c'est ce qui se passe quand vous essayez de mettre trop de bulletins d'un coup. Il a besoin d'un chausse-pied. Et nous avons énormément de cas similaires où cela coince et qui finissent par tomber par terre. Et quand vous ne parvenez pas à bourrer, Mais rien que cela, c'est pour le moins troublant. Qui vote à 3h57 du matin avec un paquet entier de bulletins? Et en étant capable d'enregistrer le signal de l'endroit où il se trouve et de se déplacer au Et prochain. chacun d'entre eux se rend. exact. Et chacun d'entre eux se rend. En moyenne 20 fois. Avez-vous des vidéos avec le même gars dans différents Oui, endroits? tout à fait, c'est leur routine. En une seule nuit, cette personne se mulait à traverser 6 comtés pour se rendre à 27 boîtes de dépôt différentes et à 5 organisations différentes. Donc les mulets obtiennent les bulletins de vote auprès des fait. organisations. Les républicains n'avaient aucune idée de ce qui se passait pendant l'élection. À son crédit, Trump avait tweeté en juillet « Les votes par correspondance sont un désastre ». Et il a été attaqué très durement par Kemp et Mais Ducey. il ne disposait pas de cette information Son pourtant. instinct. Et il a fini par avoir raison. Ce n'est que le sommet de l'iceberg. Vous évoquez une activité criminelle extraordinaire, mais il y en a tellement plus que l'on devine et qui ne vous a même pas effleuré. Vous parlez d'environ 200 à 300 000 bulletins qui ont été récoltés uniquement dans les endroits géolocalisés. Mais cela représente environ 5% de l'Amérique. Moins de 5%. Très bien. Affaire classée. Désolé messieurs, mesdames, l'affaire est classée. J'accomplis un acte héroïque que vous tous ici ne faites pas forcément. Je lis le New York Times tous les jours. Ça, c'est fou. Nous sommes désolés pour toi. C'est mon martyr. Ils prétendent que dans tous ces endroits ont été découverts quelque chose comme 40 ou peut-être 50 bulletins de Ce vote ne sont pas des bidons. bulletins bidons. Bon, d'accord, ce sont des noms bidons. Non, il n'y a aucun nom sur les bulletins, Denis. D'accord. Supposons que nous ayons accès à tous les bulletins mis dans les boîtes de dépôt. Serions-nous en mesure de prouver qu'il y a une fraude? C'est le crime parfait, car il ne peut pas être réparé après avoir été commis, parce que la preuve n'a aucun lien avec la personne qui est censée avoir voté. C'est le problème. Une fois sorti de l'enveloppe, l'identité de l'électeur disparaît. Le vote de John Doe provient d'un vote de John Doe qui est mort, ou d'un John Doe qui a déménagé. Est-ce Ou qui vrai? a voté ailleurs? Pourquoi cela ne pourrait-il pas être prouvé? Il y aurait un moyen facile de le faire, mais ce n'est pas celui auquel vous pensez. Il ne faut pas aller chercher ces bulletins dans l'ensemble des bulletins mélangés. Ce n'est pas possible. Le moyen d'y parvenir, ce sont les gars qui ont l'identification des téléphones portables de tous ces mulets, chacun d'entre eux. Les forces de l'ordre doivent intervenir à ce stade. Et la prochaine étape, Que faisiez-vous à cette reprise? c'est d'aller interroger les mulets. Qui vous a payé? Où avez-vous Les trouvé forces de l'argent? l'ordre d'un État feront-elles une telle C'est chose? une grosse question. Les mulets ne vont pas se confesser. Ils savent qu'ils ont participé à quelque Mais chose. vous les avez de- sur les bandes vidéo. 2000 personnes qui commettent des délits. C'est vrai. J'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous ressentez et appréhendez tout cela. Ça me dégoûte de mon côté. C'est à couper le souffle. Ce que vous avez montré est effrayant. Les républicains dans l'ensemble n'avaient aucune idée de ce qu'il se passait. Je me suis tout de même demandé s'il y avait des républicains qui étaient au courant. La journaliste d'investigation Heather Mullins a interrogé un lanceur d'alerte engagé par le comité sénatorial national républicain. J'ai été engagé par le NRSC.
Mon travail consistait essentiellement à surveiller les boîtes de dépôt de bulletins. C'était à l'époque des élections anticipées en Géorgie. Cela a donc commencé le 14 décembre et ça s'est terminé le 31 décembre. Et nous surveillions cette boîte de 8h du matin à 8h le soir, toute la journée. Par conséquent, durant ces 2 semaines, j'ai surveillé des boîtes ici et là. Je me déplaçais dans les diverses zones où se trouvaient des boîtes et je les observais tantôt 30 minutes, tantôt 1 heure. Puis j'ai commencé à voir des individus arriver avec des sacs à dos et se mettre à décharger des grandes quantités de bulletins de vote dans les boîtes. J'en ai enregistré une partie et pris des photos, avec les dates et les heures. J'ai vu des plaques du Texas, du Colorado, de Caroline du Sud et de Caroline du Nord. Cela m'a paru étrange, toutes ces personnes de tous ces États qui arrivaient et qui participaient à ce manège. Je les regardais sortir puis aller jusqu'à la boîte de dépôt. Et pendant qu'on prenait des photos, on enregistrait les plaques d'immatriculation. Et ensuite, j'ai téléchargé cette photo dans un fichier. Et quand il s'est agi du second tour de l'élection en Géorgie, le jour même de l'élection, le 5 janvier, j'étais là. C'était tôt le matin et il y avait des gens de Stacey Abrams tout le long du trottoir. Comment avez-vous su que c'était des gens de Stacey Abrams? Eh bien, ils portaient ces masques. Il y avait écrit dessus « Vote ». Elle en a un, c'était pendant le Covid, vous comprenez? Il faisait partie de cette initiative. Je savais qu'elle faisait partie de cette initiative qu'elle avait lancée sur le thème « Allez voter » dans ce genre. Donc c'était le Parti démocrate et c'était les gens d'Abrams. Ils étaient tous en discussion les uns avec les autres. Et le président du Parti démocrate local était là aussi vers 18h30 ce soir-là. Nous avons remarqué qu'il y avait un couple de femmes. Ces 2 femmes s'étaient présentées et elles avaient une grosse pile de bulletins de vote. Nous étions là, elles ont essayé d'insérer des bulletins de vote, je les ai regardés. On prenait des photos et l'autre monsieur a pris des vidéos. Elles se sont retournées, nous ont regardés et nous ont demandé ce que nous faisions. Et j'ai répondu qu'on prenait une photo. Elle a dit que je ne pouvais pas faire ça. J'ai dit « Si, je peux ». Et elle s'est mise en colère, a couru sur le trottoir et elle est partie. Vous dites que la NRSC était au courant que des gens remplissaient les boîtes de dépôt à des dates et heures spécifiques? Oui. Avec ce que vous avez vu pendant que vous surveillez ces boîtes de dépôt, pensez-vous que c'était suffisant pour que les forces de l'ordre s'impliquent? Sans aucun doute, mais après plusieurs semaines, aucun contact, rien. Vous dites que si quelqu'un vous avait contacté, vous auriez été prêt à témoigner de ces choses et à donner ces dépositions sous serment. Je devrais le faire, oui, je devrais. Catherine, salut. Greg vient d'interviewer un informateur en Arizona qui coopère maintenant avec les autorités. Oh, wow. Regarde ok. ta boîte mail. Ok, génial, je vais le faire. Merci beaucoup. Ok, bye. Chérie, Oui? regarde ça. Je me souviens que Greg allait interviewer ce mulet. On a reçu la vidéo. Je suppose qu'il cache son identité. Alors, quel était votre travail? Qu'est-ce que vous faisiez? Réceptionniste. Donc, à un moment donné, on vous a demandé ou on vous a donné des instructions, je suppose, pour commencer à recevoir les bulletins de vote des gens. On m'a juste demandé de le faire et de recevoir les bulletins de vote de diverses personnes, surtout des femmes. Et le vendredi, elles venaient chercher leur paiement. J'ai supposé que c'était des paiements pour ce qu'ils faisaient. Donc, pendant la semaine, il les apportait à différents moments et ensuite, vous les payez tous le vendredi. C'est comme ça que ça se passait? Oui. Intéressant. Et puis, je recevais un appel pour savoir combien de bulletins avaient été apportés et s'ils étaient déjà pré-remplis. Et elle venait au bureau, les regardait et puis, avant de partir, elle les prenait elle-même. Mais d'autres fois, elle me demandait si je pouvais les déposer à la bibliothèque. Quelles étaient les instructions? Juste de les déposer. Dans la boîte de dépôt? La boîte de dépôt, les bulletins de vote anticipés. Pouvez-vous me donner une idée de combien vous avez personnellement mis dans la boîte? Des centaines? Ça pourrait être ça, oui. Et y aurait-il une raison pour laquelle on voulait que vous alliez à cette boîte de dépôt plutôt qu'à l'hôtel de ville ou autre? Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra là-bas.
Et elle voulait que je le fasse le soir, quand il faisait nuit. Pensez-vous que cela soit répandu dans le comté de Yuma ou ailleurs? Je dirais que oui. Pensez-vous que les gens de Saint-Louis croient que leur vote compte? Je ne pense même pas qu'ils sachent ce que signifie voter. Est-ce que vous pensez personnellement que les élections à Saint-Louis sont libres et justes? Non, elles sont truquées. Elles ont été truquées. En vérité, ils savent déjà qui va gagner la prochaine élection avant même qu'elle n'ait lieu. Comment pensez-vous que cela affecte la communauté, en particulier la communauté hispanique, parce qu'il semble qu'ils s'attaquent aux minorités? Ils sont une cible facile parce que la plupart des hispaniques qui vivent dans la ville ne sont pas bien éduqués en ce qui concerne la loi. Ils considèrent surtout que, elle essaie de nous aider parce que nous sommes plus âgés, parce qu'elle fait venir quelqu'un pour le collecter chez moi, parce que je ne conduis pas. La plupart d'entre eux, je dirais honnêtement 90% des personnes âgées qui vivent à San Luis ne conduisent pas ou n'ont pas de parents qui sont prêts à les conduire pour aller voter. Lorsque j'ai emménagé pour la première fois dans la ville de San Luis, quelqu'un est venu frapper à ma porte pour me demander mon bulletin de vote. C'était quelqu'un que je connaissais et que je connaissais depuis de nombreuses années, depuis mon enfance. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne ne me parle plus parce que je lui ai dit qu'il était hors de question que je lui donne mon bulletin de vote. Quelle femme courageuse de faire cela. Tout à fait. J'appelle ça la mafia mexicaine, sérieusement, parce qu'ils agissent comme ça. Il semble que nous devions faire un meilleur travail pour éduquer les gens ou les aider à comprendre que ce genre de choses n'est pas acceptable. Je me suis proposé il y a longtemps, mais encore une fois, ils m'ont dit « Oh, ne le fais pas, parce que tu vas finir en morceaux dans la poubelle. » À votre avis, que doit-on faire pour que ce trafic s'arrête? Que les gens se fassent prendre et paient le prix. Waouh. Incroyable. Nous savons que les mulets ont obtenu leur réserve de bulletins de vote de ces organisations militantes. Mais où les organisations militantes ont-elles obtenu les bulletins de vote? Hans von Spakovsky est un ancien membre de la Commission électorale fédérale, un chercheur principal de l'Heritage Foundation et le co-auteur du livre « Nos élections brisées ». Je dirais que la fraude électorale est bipartisane, mais la plupart des cas que je vois sont malheureusement du fait du Parti démocrate. Hans, vous venez juste de voir un mulet avec le visage dissimulé avouer sa participation à ces opérations de trafic. Ce type d'opération de mulet vous est-il familier? Malheureusement, c'est tellement courant dans cette partie de l'Amérique, en particulier dans les communautés hispaniques, qu'ils ont un nom spécial là-bas. Ils les appellent les héros politiques. Ce sont des individus qui sont payés par des campagnes ou des partis politiques pour aller dans les quartiers et collecter les bulletins de vote par correspondance pour faire pression sur les électeurs et les contraindre. Les personnes qui observent la fraude électorale ont fait remarquer que la fraude par correspondance est le plus facile et le plus courant des types de fraudes électorales. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien parce que c'est le seul type de bulletin de vote qui est voté en dehors de la supervision des agents électoraux et de l'observation des scrutins. La transparence est très importante dans le processus électoral. Et il n'y a personne au domicile des électeurs pour observer ce qui se passe. N'oubliez pas non plus que lorsque vous êtes dans un bureau de vote, vous remplissez votre bulletin de vote et vous le déposez directement dans l'urne. Ce n'est évidemment pas ce qui se passe avec les bulletins de vote par correspondance. Certains États, environ la moitié d'entre eux, je crois, soit 27 États, autorisent la récolte des votes. J'entends par là que vous êtes autorisé à donner votre bulletin de vote à quelqu'un d'autre et à lui demander de le livrer. Maintenant, existe-t-il des États dans lesquels vous êtes autorisé à payer des mulets pour livrer les bulletins dans les boîtes de dépôt? Non, vous n'êtes pas censé faire ça. Et autoriser le trafic de vote pour commencer est une énorme erreur. Parce que vous donnez aux tierces personnes, aux candidats, au personnel de campagne, aux militants des partis, à toutes les personnes qui ont un intérêt dans le résultat de l'élection, vous leur donnez la possibilité de manipuler quelque chose de très précieux. La fraude électorale est presque incalculablement rare aux États-Unis.
Cela arrive-t-il parfois? D'accord, ça arrive de temps en temps, mais pas à l'échelle nationale. Cela n'affectera pas le Je lis résultat. constamment ces jours-ci que la fraude électorale, elle pourrait se produire, mais ces cas sont extrêmement rares. Ils sont tellement épisodiques qu'ils n'ont pas la capacité de faire basculer une élection. Est-ce que c'est vrai? Les fraudes se produisent assez souvent pour que les élections soient renversées. Il suffit de revenir 3 ans en arrière, en 2018, et une course au Congrès a été annulée. Je peux vous citer un autre cas dans le Mississippi qui vient d'être annulé à cause de fraude. Même chose en Floride, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons montré que vous avez ces mulets qui récupèrent ces bulletins de vote dans divers endroits. Hans, où ces organisations obtiennent-elles les bulletins de vote? Eh bien, pour citer Shakespeare, laissez-moi compter les façons. Cela va de remplir des formulaires de demande de vote par correspondance pour les électeurs et de se faire envoyer les bulletins, aller voir les électeurs et leur soutirer les bulletins, les voler dans les boîtes aux lettres ou encore utiliser des photocopieuses de haute qualité pour fabriquer leurs propres bulletins de vote. Écoutez, ces cas malheureusement se produisent tout le temps. Vous pouvez remonter jusqu'en 2018, il n'y a pas si longtemps, en Caroline du Nord. Leslie McCrae Dowless est accusée d'ingérence sur les bulletins de vote par correspondance dans le 9e district de Caroline du Nord. Dallas se procurait fréquemment ce rapport auprès de l'Office des élections pour connaître la date d'envoi d'un bulletin de vote par correspondance et savoir s'il avait été retourné. Ginger Eason, qui m'a d'abord dit qu'elle avait été engagée pour ramasser les bulletins, et Kelly Hendricks, qui a témoigné qu'elle faisait la même chose. Que faisiez-vous avec les bulletins après les avoir Je ramassés? les emmenais directement au bureau de Dublin et je les remettais à McCrae. Et je ne sais pas ce qui leur est arrivé après ça. Je sais qu'il y avait des piles de bulletins Il y a sur eu son un bureau. témoignage dans l'affaire selon laquelle ces employés ont faussement signé en tant que témoins sur ces bulletins de vote par correspondance parce qu'ils avaient déjà fait cela auparavant. En fait, ils avaient apparemment des signatures d'électeurs d'élections précédentes dans ces bureaux. Les listes électorales ne sont notoirement pas à jour. Les États ne retirent pas les personnes qui ne sont plus éligibles parce qu'elles sont décédées ou ont déménagé. Il est très facile de mettre la main dans une liste d'électeurs d'un État, donc si quelqu'un est sur la liste et qu'il n'a pas voté depuis 10 ans, vous êtes probablement en sécurité et vous pouvez essayer de voter. En leur nom. Oui, en leur nom. Rappelez-vous dans les États qui ont fait l'erreur d'envoyer simplement un bulletin de vote par correspondance à chaque électeur inscrit. Si vous êtes un fraudeur et que vous mettez la main sur ce bulletin de vote par correspondance, vous avez 90% des informations dont vous avez besoin pour le remplir, car le nom sera sur l'enveloppe extérieure et l'adresse enregistrée. Suivons la trace de ces bulletins de vote par correspondance, ok? Disons que vous avez des étudiants sur le campus, qu'ils ont voté, qu'ils obtiennent leur diplôme et qu'ils déménagent dans un autre État. S'ils sont inscrits sur les listes électorales, n'est-il pas vrai que les bulletins de vote par correspondance arriveront dans les dortoirs et qu'il ne sera pas difficile de les récupérer si quelqu'un sait où les chercher? Non, c'est exactement ça. Et je travaille dans le district de Columbia. Ils ont envoyé des bulletins de vote par correspondance à tous les électeurs inscrits. Combien d'appels téléphoniques j'ai reçus de personnes que je connais qui m'ont dit que non seulement leur bulletin de vote était arrivé par la poste, mais que 5, 6, 7 bulletins étaient arrivés dans leur appartement pour les personnes qui y vivaient dans le passé. Maintenant, un ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin, Gableman, a rédigé un rapport préliminaire. Il parle du fait qu'il y a approximativement 90 000 personnes dans le Wisconsin qui sont dans des établissements de soins ou des maisons de retraite. Elle n'est donc plus capable de rester éveillée pendant plus de quelques minutes. Vous êtes donc surpris qu'elle ait voté en février 2021? Absolument. Mais j'ai été surpris d'apprendre qu'elle a voté lors de la dernière élection présidentielle. À ma grande surprise, elle a voté ces 10 dernières années. Je suppose que dans mon esprit, je pensais que si vous mettiez votre parent dans un établissement parce qu'il est handicapé, il n'aurait même pas le droit de voter. Ils vous font voter. Ils vous font voter ici? Et comment font-ils pour vous faire voter? Je ne voulais pas voter, ils m'ont dit que je devais le faire.
C'est un vrai problème. C'était clairement un problème dans le Wisconsin en 2020, mais malheureusement, c'est un problème récurrent dans d'autres États aussi. Ce qui se passe, c'est que vous avez du personnel dans ces maisons de retraite. Parfois, ce sont des militants politiques. Ils obtiennent que ces personnes soient inscrites sur les listes électorales, ou si elles sont déjà inscrites sur les listes électorales, ils vont demander des bulletins de vote par correspondance en leur nom, parfois en imitant leur signature et en remplissant les bulletins de vote pour eux. Juste avant les élections de 2020, l'État du Texas a inculpé une assistante sociale d'un foyer pour jeunes gens qui étaient handicapés sur le plan mental. Elle avait envoyé plus de 100 inscriptions d'électeurs pour ces personnes qui n'avaient pas la capacité légale de voter. Qu'en est-il des refuges pour sans-abri ici? Écoutez, si un sans-abri est mentalement capable, il devrait pouvoir voter. Si le seul endroit où il peut s'inscrire est le refuge pour sans-abri, c'est très bien. Mais le problème est qu'il est très facile, je pense, pour eux d'être intimidés et contraints. À Chicago, la plus grande affaire de fraude électorale jamais poursuivie par le ministère de la Justice des États-Unis, ils payaient des sans-abri pour qu'ils votent comme ils le voulaient. De notre société. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer? Aux personnes âgées. Eh bien, je sais que les élections sont censées être quelque chose de bien à faire. Et puis, j'ai besoin d'un peu d'argent supplémentaire pour offrir Noël à mon fils. C'est donc la raison principale pour laquelle j'ai fait ça. They pick on the elderly, they pick on people for whom English is not their first language. When we're trying to stop election fraud, we're actually trying to protect, I'd say, the most vulnerable people in our society. Nous savons maintenant d'où les bulletins de vote pourraient provenir, mais pour réaliser un tel hold-up à l'échelle nationale, il faut des poches profondes. Je voulais découvrir d'où l'argent pouvait provenir, qui aurait pu financer la tricherie. J'ai rencontré Scott Walter, un de mes anciens collègues de l'American Enterprise Institute qui dirige maintenant le Capital Research Center. C'est une organisation qui a produit de multiples rapports sur le financement des élections. Les gens pensent à 3 rivières d'argent qui se déversent dans le golfe des élections. L'argent dur qui permet de faire un chèque à un candidat la 2e année, le soft money ou le dark money, et puis il y a une 3e rivière que les gens ont tendance à négliger. Mais le Capital Research Center l'étudie attentivement, et c'est l'argent 501c3 sans but lucratif. Le genre de charité pour lequel vous pouvez prétendre à une déduction fiscale, cette rivière est énorme. Dans le cycle de 2018, ça fait environ 21 milliards de dollars. Maintenant, que disent les règlements de l'IRS sur l'implication de ces organisations à but non lucratif? Selon la loi, il est interdit à ces organismes de bienfaisance à but non lucratif d'intervenir directement dans les élections de quelque manière que ce soit, ou d'aider un parti ou un candidat particulier. L'IRS insiste sur le fait que vous ne pouvez pas avoir l'intention ou même l'effet d'aider un parti ou un candidat plutôt qu'un autre. Parlons maintenant de certains des éléments clés de ce réseau particulier sur lequel nous nous concentrons. Nous avons des boîtes de dépôt, et ces boîtes de dépôt sont, comme la plupart des gens le pensent, entièrement financées par l'État. En d'autres termes, la Dropbox en Géorgie est financée par l'État de Géorgie, mais ce n'est pas tout à fait le cas, n'est-ce pas? Lors de l'élection de 2020, des centaines de millions de dollars privés sans précédent ont été versés aux bureaux électoraux gouvernementaux. Les quelques 470 millions de dollars ont été envoyés par Mark Zuckerberg et sa femme. Nous avons fait notre part pour garantir l'intégrité de l'élection. À d'autres endroits, ils ont mis des montants beaucoup plus petits. Une entité qui a mis 25 millions de dollars était encore une fois une organisation à but non lucratif qui fait partie d'Arabella Advisor, qui, en tant qu'empire total en 2020, a reçu 1,7 milliard de dollars. Existe-t-il des preuves que cette opération avait une orientation ou un caractère partisan? Comme nous le savons tous, les grosses sommes d'argent viennent rarement sans condition. L'une des plus importantes est l'utilisation de nombreuses boîtes de dépôt. Et aussi beaucoup de votes par correspondance. Pour obtenir vos beaux gros chèques, vous avez dû faire des choses comme avoir des boîtes de dépôt, encourager le vote par correspondance, avoir des publicités dans des langues étrangères, toutes sortes de choses qui, petit à petit, font pencher la participation pour un parti politique particulier. En plus des 470 millions de dollars qui ont été investis dans l'opération Zuckbuck,
Vous aviez également, en 2020, un projet très secret de 120 millions de dollars appelé Voter Registration Project. Les 120 millions de dollars proviennent de la Fondation Soros, de la Fondation Visa, de la Fondation Warren Buffett. Ils proviennent de syndicats comme le SEIU. Le projet d'inscription des électeurs a pour objectif d'augmenter dans les 8 États cibles plus de 2 millions d'électeurs qui devraient voter en grande majorité pour le Parti démocrate. Et donc les États dont nous parlons ici, l'Arizona, Oui, la Géorgie, oui, Caroline du Nord, oui. d'autres? Le Nevada, le Nouveau-Mexique. Ici, nous avons une opération de trafic de votes illégaux. Vous avez des milliers de mules qui sont payées pour faire ça. Ce que vous dites, c'est qu'il y a plus qu'assez d'argent disponible pour financer une telle opération. En fait, ce ne serait qu'une partie d'un effort beaucoup plus important pour contrôler l'élection. Nous parlons d'un demi-milliard de dollars de fonds à but non lucratif, de fonds caritatifs qui vont aux efforts d'inscription et de mobilisation des votes pour les démocrates. La plupart des grands médias de gauche, lorsqu'ils ont parlé de l'argent de Zuckerbucks, ont donné l'impression que tout allait servir à acheter des masques, du plexiglas et tout le reste. Et toutes les études qui ont été faites sur les subventions accordées aux grandes villes ont montré que quelques pourcents seulement allaient aider les gens de cette façon. Et les sommes d'argent massives consacrées à l'opération de vote par correspondance et à l'opération Dropbox et ce genre de choses qui profitent à un parti. À quel point devrions-nous être confiants que cette élection sera équitable? Ils envoient des millions de bulletins de vote dans tout le pays. Cela va être une fraude comme vous n'en avez jamais vu. Trump l'avait prédit. Il a dit que les démocrates allaient tricher, qu'ils allaient utiliser le prétexte du Covid, qu'ils allaient truquer les règles en leur faveur. Néanmoins, les républicains ont concentré leurs efforts sur la campagne, tandis que les démocrates ont concentré leurs efforts sur le processus d'organisation effective de l'élection. Les deux camps n'abordent pas les élections de la même manière. Les démocrates, eux, comprennent que les règles, le processus par lequel les élections sont menées, est juste critique. Nous devons maintenant faire face à une effroyable réalité. Les démocrates ont conçu la tricherie, ils l'ont financée, ils l'ont organisée, puis ils l'ont exécutée. Ils ont truqué et volé l'élection présidentielle de 2020. Nous ne pouvons pas être d'accord avec cela, nous ne pouvons pas simplement passer à autre chose. J'aimerais avoir votre évaluation honnête sur ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, et sur ce que nous pouvons raisonnablement tirer de cela. Qu'avons-nous empiriquement? Nous avons des données, nous avons des images de personnes géolocalisées récoltant des bulletins de vote. Savons-nous pour qui ces bulletins de vote étaient destinés? Nous ne pouvons pas savoir pour qui ils étaient. Cependant, il faut faire preuve de bon sens. Sommes-nous en train de dire que dans les centres des districts détenus par les démocrates, nous voyons des centaines et des centaines de visites à des boîtes de dépôt avec des bulletins pro-Trump? Cela dépasse l'entendement. Le blanchiment des bulletins me semble assez convaincant. Je ne pense pas que nous saurons jamais toute l'histoire. Et ce qui rend ce crime si convaincant et unique, c'est qu'une fois que le bulletin entre dans le système, il est vraiment difficile de le désosser. Mais quand vous avez les données de géolocalisation, des téléphones portables et les images réelles des personnes faisant ce que vous attendez d'elles, prenant des photos des bulletins, enlevant les gants, revenant à plusieurs fois, cela me semble assez clair. Et cela explique le soudain pic de soutien à Biden que nous avons vu tard dans la nuit et l'instinct des gens. Le contrôle du Sénat américain est passé par la Géorgie. Chuck Schumer est le leader de la majorité, probablement à cause de ce que nous venons de voir. Michael, pour répondre concernant les mules, s'ils disent que c'est propre, alors soyez honnête et dites « OK ». Il y a deux façons dont ils vont essayer de l'invalider. L'une est la minimisation et ensuite la diffamation, n'est-ce pas? Donc ils vont essayer de calomnier Dinesh personnellement. Ils diront « Oh Trump, pardonne-le » ou autre. Donc il essaie de revenir à Trump pour essayer de renforcer le gros mensonge. Je pouvais déjà voir le titre dans le Washington Post. L'allié gracié par Trump sort un film douteux. Je prédis dès maintenant qu'ils diront « Mais qu'est-ce qu'un conservateur peut bien faire pour suivre des citoyens privés ?» Que fait Dinesh D'Souza aux électeurs à 3 heures du matin?
Cela fera partie de Le mot l'intimidation. sera intimidation, et ils diront que personne n'est en sécurité. Les communautés de couleur sont traquées. Les habitants de quartiers noirs vont maintenant devoir craindre pour leur vie, et que les balises de leur téléphone portable soient appareillées. Je ne suis pas d'accord pour dire que ce ne sera pas assez convaincant. C'est un pistolet fumant. C'est O.J. Simpson que l'on voit quitter la scène du crime. Je me fiche de savoir si vous êtes partisan. Vous ne pouvez pas rejeter tout cela. Comment expliquez-vous que quelqu'un se rende dans un tas de boîtes de dépôt différents, avec un tas de bulletins de vote différents, la même nuit, à 3h57 du matin? Comment expliquez-vous ça? Rien que ça, je suis désolé. Je pense que beaucoup de gens dans ce pays vont dire « Oh mon Dieu ». Si chaque Américain voyait ça, je pense que ça ferait bouger les choses. Cependant, leur capacité à maintenir leur camp dans l'ignorance est totale. Ça va être impossible de garder le contrôle sur cette chose. Eh bien, ce film est un moment de la fenêtre d'Overton, non? Donc les documentaires peuvent faire ça de temps en temps. Michael Moore l'a fait. Il a bougé la fenêtre vers de nombreux sujets différents il y a 20 ans. Al Gore l'a fait avec le changement climatique. Comme l'a dit Ernest Hemingway, cela se produira progressivement. Puis soudainement, car ce n'est pas seulement le nombre de personnes qui vont regarder ce film, mais aussi qui va le regarder. Il y aura des législateurs, des gens qui travaillent pour le bureau. Il y aura quelqu'un quelque part avec une conscience qui a du pouvoir et qui dira que c'est un problème. Ils ont ruiné les élections aux États-Unis d'Amérique. C'est probablement et c'est suffisamment pour que je combatte la gauche avec toutes les fibres de mon corps. Sans élections libres et équitables, nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une nation dirigée par un cartel criminel qui se fait passer pour une démocratie. Jamais dans notre histoire, une élection présidentielle n'a été aussi profondément corrompue par une fraude coordonnée dans plusieurs États, comme nous savons maintenant qu'elle a eu lieu en 2020. Aujourd'hui, les régimes totalitaires camouflent leurs fausses élections sous l'apparence de la démocratie. Mais ce ne sont pas de vraies démocraties. Nous ne voulons pas les rejoindre. Nos élections doivent représenter la volonté des citoyens américains. Nous qui croyons en la démocratie constitutionnelle devons être rigoureux. Si nous abandonnons, ils gagnent. En fait, si suffisamment d'entre nous abandonnent, ils n'auront plus besoin de tricher. Ne restez pas chez vous, impliquez-vous, sortez et votez. Faites ce qui est nécessaire pour sauver ce grand pays. L'Amérique que nous aimons a besoin de nous maintenant plus que jamais.